Hop. D'accord, non. Ok. Bienvenue. Je suis Pierre Fauvel de la société Concerto. Et nous allons parler de changement personnel. Avant de commencer, je passe le slide que je n'ai pas encore sur les sponsors. On remercie les sponsors qui rendent cet événement possible. Je remercie l'Orga qui chaque année nous permet de vivre cet événement qui est très, très important pour moi. Donc on va parler de changement. Alors le terme de changement peut faire peut-être un peu peur parce que ça on a l'impression que c'est total et radical. Mais quand je vais parler de changement, vous pouvez entendre sortir de sa zone de confort, se challenger, se développer. Donc c'est pas forcément des métamorphoses complètes. Hop, le slide. Tac. Mais tout d'abord, première question, faut-il changer? Alors j'ai des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles à gauche, c'est que l'être humain n'aime pas changer. Le changement, c'est quelque chose d'inconfortable et que le changement, c'est aussi faire des choix et faire des choix, c'est renoncer et on n'aime pas renoncer. Et puis il y a une autre mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas toujours le choix il y a des changements qui nous sont imposés, qui nous arrivent de l'extérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de prendre le taureau par les cornes et de faire de sa capacité à changer un atout, une force, et ce faisant, de redéfinir son identité et d'évoluer. Ce qui permet de changer en permanence dans un niveau de confort correct et en gardant la maîtrise de son changement. Et le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que on n'est pas toujours à l'origine du changement. Et le choix qu'on a, c'est être à la cause du changement, c'est-à-dire se l'approprier, se dire je vais faire ce changement-là, ou bien juste le subir. Il y a une citation que j'aime bien qui est de dire que le changement est automatique, mais pas le progrès. Euh, Cette idée d'être à la cause, d'être à l'initiative des choses, c'est quelque chose d'important. Une fois qu'on a décidé d'être à la cause d'un changement, on peut se demander si on est la meilleure personne pour décider du changement qui est le meilleur pour soi. Il y a plein de contes où quelqu'un demande à un démon quelque chose et où le démon exécute la demande au pied de la lettre. Et en tordant le truc, forcément, et le demandeur se retrouve piégé. Est-ce qu'on est vraiment les meilleurs pour savoir comment changer? Quand je me pose des questions de changement, ben, j'ai tendance à demander un écho à mon entourage pour essayer d'avoir une vision de moi-même un peu plus saine et un peu plus, comment dire, un peu plus pondérée. Euh, Il y a un autre aspect aussi, c'est on peut se faire aider, on peut demander à un tiers de nous aider à changer. Un coach. Je suis suivi par un coach en PNL, on parlera PNL, depuis des années, qui m'a aidé à négocier mes changements les plus importants. Et la question devient à ce moment-là, quelle est ma demande? Quel est le contrat? Qu'est-ce que je l'autorise à faire ou à me faire faire? Euh, Expliciter ça pour avoir ce mandat. Mais en aucun cas, le changement n'est à l'initiative du coach. Le changement est à mon initiative. Donc autant j'ai
je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour savoir comment il faut que je change. Autant c'est à moi de dire je suis à la cause, je décide que je dois changer pour intégrer cette nouveauté dans mon environnement ou ce nouveau job ou etc. Euh, et à ce moment-là, je sous-traite à un extérieur l'accompagnement de ce changement parce qu'il aura l'avantage d'être à l'extérieur. Je vais vous demander un exercice. Alors, c'est pas un fil rouge, c'est un fil orange, puisque c'est la couleur du template. Alors, ce sera un exercice individuel. Donc, vous pouvez prendre le sujet le plus intime que vous voulez. Vous ne serez pas obligé d'en parler avec votre voisin. Euh, Essayez de prendre un changement que vous essayez de négocier ou que vous allez essayer de négocier, qui vous pend au nez ou que vous avez décidé de faire, mais vous savez pas trop par quel bout le prendre. Vous pouvez prendre un sujet un peu profond, un peu difficile, un peu personnel, quelque chose d'important pour vous. Euh, Pas forcément une transformation radicale, mais quelque chose d'important. Et je vous demande de l'écrire sur votre cahier. Alors je regarde juste le temps où j'en suis. Ah, quand même, d'accord. Ok. Alors, changer, ça nous amène à la notion de deuil. Avant de parler de deuil, on va parler de sacrifice. J'aime bien cette citation de Covey qui dit un sacrifice, c'est renoncer à quelque chose de bien pour quelque chose de mieux. On a bien dans la notion de changement, de deuil, de sacrifice, le fait qu'il va falloir faire deux choses. La première chose, c'est renoncer à quelque chose qu'on avait et qu'on va plus avoir. Donc gérer l'absence, gérer la disparition de quelque chose, le bien. Et la deuxième chose, c'est faire de la place pour intégrer quelque chose le mieux, qui sera pas forcément exactement ce qu'on voulait, etc. Par exemple, on peut imaginer un chef de projet qui renonce à des propriétés du waterfall qu'il aimait bien, comme la sensation de prédictibilité, de maîtrise, etc., et qui s'approprie à la place des choses propres à l'agilité, comme l'empirisme, l'intelligence collective, ce genre de choses. Le deuil, quand on parle de deuil pour le changement, je cite Monsieur Malarevix. Ça concerne le deuil, ça concerne les personnes, mais ça concerne aussi les projets, ça concerne la culture, ça concerne l'identité, ça concerne tout le savoir-faire et le savoir-être qu'on avait, qu'on était capable de mobiliser et qu'il était pertinent de mobiliser et qu'on n'aura peut-être plus ou qu'on mobilisera plus. Donc, ce renoncement, c'est pas seulement renoncer à une personne, c'est renoncer à toutes ces choses. Le fameux processus de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, ça commence par un déni. Il y a des changements qui commencent par des dénis. Euh, on refuse d'admettre qu'il va falloir changer. Ensuite, la colère. On est en colère sur le fait qu'on va devoir changer. Ensuite, la dépression ou la fuite. On espère qu'on va arriver à ne pas changer. Ensuite, le marchandage. On va essayer de négocier finalement de changer, mais sans trop changer. On va faire des story points, mais en même temps, on va quand même planifier un jour homme, etc. Et enfin, l'acceptation où on est capable d'intégrer pleinement le changement. Et c'est un processus, on en reparlera,
je crois, qui passe par une phase donc on était au top, et puis il y a tout ce process où on est plutôt dans des sensations négatives, déni, colère, dépression, et on revient au top. Il y a une phase de transition dans le changement qui est inconfortable, une confusion. Il y a des coachs qui disent qu'un bon changement passe forcément par une étape de confusion. Je vais prendre un exemple de deuil pour donner une idée. Donc j'ai changé d'entreprise pour rejoindre Concerto. Ce faisant, j'ai quitté ma relation avec mon manager dans mon ancienne boîte. J'ai quitté mes habitudes, j'ai quitté le rôle que j'avais, le poste que j'avais. Dans le temps, on appelait ça la situation que j'avais. Mes collègues, etc., pour sauter dans l'inconnu. Il s'est avéré que c'était un bon calcul et que je suis ravi d'être chez Concerto et que tout va bien, etc. Mais ce changement a été quelque chose de long. On m'a dit 6 mois après mon départ de mon ancienne boîte que je n'avais pas encore fini de faire mon deuil. Donc on est sur des échelles de temps qui peuvent être longues. Donc je reviens sur le fil orange. Vous avez choisi un changement. Ce changement, on peut le voir comme un deuil. Où en êtes-vous de ce deuil? Est-ce que vous êtes juste dans le déni, c'est-à-dire on aimerait vous faire un changement, mais vous ne voulez pas? La colère, la dépression, le marchandage ou l'acceptation? Je vous laisse y réfléchir un petit peu et le noter à côté du changement que vous aviez choisi. Qu'est-ce qui change quand on change? Qu'est-ce qui change en nous? On va voir quelques modèles pour appréhender tout ce qui peut changer. Je commence par la pyramide de Diels. Diels, c'est un des piliers de la PNL moderne. Il a modélisé les 6 niveaux où on est susceptible de vouloir changer. On peut changer d'environnement, donc c'est l'extérieur. On peut changer de comportement, ce que l'on fait, notamment nos habitudes. On peut changer de capacité, donc ça c'est ce qu'on est capable de faire, ce qu'on sait faire. On peut changer de croyance. Une croyance, c'est si je fais A, il va se passer B. Si on fait A, il va se passer B, etc. On va en parler un petit peu juste après. On peut changer d'identité. Au sein de la PNL, je ne parle pas au niveau administratif, bureaucratique français, hein. Au sens de la PNL, l'identité, c'est toutes les phrases qui commencent par je suis sincère, je suis Scrum Master, etc. Tout ça, c'est notre identité. Ce que l'on met dans des phrases qui commencent par je suis. Et ensuite, on peut changer au niveau du sens de notre action. Hop. Un petit zoom sur les croyances. Je vous ai mis 2 croyances. Une première croyance, c'est je vais y arriver si je bosse. Si je fais ça, il va se passer ça. Peut-être que même si je bosse, je vais pas y arriver, mais je crois que je vais y arriver si je bosse. Une autre croyance, c'est pas pour moi. Par exemple, si je prends un exemple en ce qui me concerne, je me développe sur l'aspect commercial ces derniers mois. Je pourrais dire le commerce, c'est pas pour moi. Bon, c'est pas la croyance que j'ai. Je pense que je peux apprendre des choses là-dessus et être utile.
Mais il y a quelques années, j'aurais pu dire non, j'apprendrai jamais rien sur le commerce. L'intérêt des croyances, c'est elles peuvent être dépassées. On peut changer de croyance. Notamment ce qu'on appelle les croyances limitantes. Ce n'est pas pour moi, c'est une croyance limitante. Si vous commencez un changement en disant c'est pas pour moi, euh, a priori, il va rien se passer. En fait, si vous allez vous rendre compte que finalement peut-être que c'est pour vous, mais il y aura ce verrou-là, de cette croyance-là à déverrouiller avant de pouvoir changer. Sur l'identité, si je prends l'exemple de quelqu'un qui dit je suis sincère et qui vient me voir pour que je l'aide à progresser sur sa communication, il va me dire je veux rester sincère. Je ne veux pas toucher à cette partie-là de mon identité. Euh, c'est souvent un questionnement qu'on a quand on parle de progrès sur de la communication, c'est je veux rester honnête, je veux rester sincère, je veux rester quelqu'un de bien, etc. Donc dans le changement, il y a des zones qu'on va vouloir protéger et garder intactes. Si je prends un chef de projet qui devient un Scrum Master, il va être amené à changer en fait potentiellement à tous les niveaux. Au niveau de l'environnement, il va se trouver dans une war room au sein de l'équipe avec un management visuel, etc. Donc son environnement lui-même va changer. Au niveau du comportement, il va bien voir que le mode command and control qu'il avait n'est plus d'actualité, qu'il faut qu'il délègue. Donc il va changer ses habitudes et déléguer, laisser l'équipe prendre les tâches, etc. Pour ce faire, il va falloir qu'il acquiert des capacités qu'il n'avait pas, par exemple faciliter un atelier d'intelligence collective ou animer un delegation game. Évidemment, au niveau croyance, on peut lui souhaiter d'adopter les valeurs du manifeste sur l'empirisme, sur l'empowerment de l'équipe, sur les équipes autonomes, etc. Donc des choses auxquelles il croyait pas et à un moment il croyait qu'il fallait tout planifier. Hein. S'il était un waterfall, il faut tout planifier, il faut tout organiser. Donc il va changer de croyance. En termes d'identité, il va arrêter de dire je suis chef de projet, il va dire je suis Scrum Master, ce qui est pour certains une révolution. Bon, il y a Master dans Scrum Master, donc c'est presque aussi bien que chef de projet. Bon. Et enfin, au niveau du sens de son action, le chef de projet, il est là pour vérifier que le projet tient bien ses engagements initiaux de coût, délai et périmètre et qualité. Le Scrum Master, il est là pour s'assurer qu'on délivre un maximum de valeur sur un périmètre potentiellement très différent du périmètre initial, tout en restant dans le coût et peut-être dans le délai, mais la nature même de l'action du chef de projet devenu Scrum Master n'est pas la même. Donc je reprends mon petit fil orange. Si vous reprenez l'exemple que je vous ai fait noter, où vous faut-il changer? Est-ce qu'il vous faut changer d'environnement? Est-ce qu'il vous faut changer de comportement ou d'habitude? Est-ce qu'il vous faut changer apprendre des choses que vous ne faisiez pas jusque-là? Des capacités? Est-ce qu'il vous faut changer au niveau de vos croyances? Est-ce qu'il vous faut changer au niveau de l'identité, c'est-à-dire la perception que vous avez de que vous avez de ce que vous êtes? Ou est-ce qu'il vous faut changer carrément de sens de votre action professionnelle ou de votre action sur Terre? Euh, Bonjour Sébastien. Légèrement en retard.
Bon, écoute, bah, tant pis pour toi, je continue, je suis lancé, et puis voilà. Donc vous notez pareil, c'est à quel niveau de deals il faut que vous fassiez votre changement. Vous l'écrivez. Euh, je vais prendre quelques exemples de changements pour voir un peu ce que ça peut signifier de changer. Donc là, vous voyez une magnifique photo de Grenoble vue depuis la Bastille. Et pour moi, c'est une métaphore de ce qui se passe dans certains cas quand on prend du recul. On est dans la Bastille, donc on va en hauteur, on est sorti de Grenoble et on voit les axes, on voit les points d'intérêt, les points de repère particuliers, etc. On a une vision d'ensemble et ça nous permet d'appréhender la géographie de Grenoble d'une manière, euh, comment dire, en synthèse, quoi, avec une vue d'ensemble. Donella Meadows, qui a écrit sur les systèmes, dit qu'une fois qu'on a une vue d'ensemble d'un système, il y a un avant et un après, et que fort de cette vue d'ensemble, on pourra appréhender le système dans le détail en gardant en tête les grandes lignes. Ce qui m'amène au changement de paradigme. Ce que j'appelle un paradigme, c'est une structure, un certain nombre de concepts pour modéliser, décrire ce qu'on observe. C'est une façon de mapper ce qu'on observe dans ces concepts. C'est des croyances opérationnelles. Si je fais ça, alors il se passe ça. Et c'est une façon de déterminer comment on va agir. Avant, on avait le paradigme waterfall où on parlait de prédictibilité, de planification, de reste à faire, d'engagement. Et tout se traduisait en termes de work, breakdown, structure, etc. Et on passe à un paradigme différent où on va parler plus d'amélioration, d'empirisme. Le choix de l'empirisme, c'est-à-dire je fais un truc et puis je mesure un peu plus tard et je regarde ce que ça donne et puis je m'adapte. C'est une croyance radicalement différente de celle du waterfall. Et le fait de mettre au centre le client, le partenariat avec le client, etc., c'est une stratégie radicalement différente. Un autre cas où on fait un changement, ce que j'appelle un changement, c'est la prise de décision. Je crois que c'était en terminale, on m'avait cité Jean-Paul Sartre, qui disait que en fait, quand on prend une décision, quand on réfléchit à la décision elle est déjà prise. C'est quelque chose qu'on digère, on identifie les critères qui nous ont amenés à prendre cette décision et pourquoi on a choisi ça, mais la décision elle-même est déjà prise. Et donc il y a une espèce d'avant-après, de deuil, où on commence à ayant une décision à prendre et à la fin on admet la décision qu'on a dû prendre. Comment changer? Petite citation de Jung. Le changement ne se crée pas au même niveau que le problème. Euh, donc si je reprends ma pyramide de Diels, l'idée c'est que quand vous voulez changer sur un des niveaux de la pyramide de Diels, il faut agir sur un autre niveau. Je vais prendre des exemples. Mon chef de projet, il va déléguer une fois qu'il aura appris comment déléguer, quand il aura expliqué par exemple le delegation game ou la sociocratie ou le vote par consentement, etc. Mais il a besoin d'apprendre des choses afin de pouvoir changer de comportement.
Autre exemple, il va s'intéresser à apprendre la facilitation une fois qu'il aura acquis une conviction que les interactions et les individus, c'est le plus important, quand il aura bien digéré son manifeste agile. Autre exemple, il va se soucier de tout ça et d'apprendre et de comprendre le manifeste agile une fois qu'il aura bien compris que dans sa boîte, il y a une nouvelle fiche de poste Scrum Master et qu'il devient Scrum Master et que c'est son rôle et donc c'est ce qu'il va devoir être. Et pour être ça, il va acquérir un certain nombre de croyances. Donc là, c'était des exemples où on agissait immédiatement vers au-dessus du niveau. Le niveau au-dessus. Mais ça peut marcher dans l'autre sens. Dans l'autre sens, j'ai une collègue qui est convaincue, elle a cette croyance-là que les projets doivent pratiquer l'agilité au niveau comportement, habitude et capacité avant d'y croire. Et qu'ils y croiront une fois qu'ils auront vu que ça marche. Mais l'idée, c'est qu'on le levier qu'on choisit pour agir, on ne le prend pas pile poil à l'endroit où ça doit changer. Donc dans mon fil orange, je vous demande de choisir par rapport à l'exemple que vous avez pris. Le niveau où vous allez vouloir agir. Dans mon exemple d'évolution vers le commerce, mettons que le point qui me chiffonne le plus, c'est peut-être l'identité. Qu'est-ce que je vais être en faisant essentiellement des aspects commerciaux. Et peut-être que pour ça, je vais aller regarder au niveau du sens de mon action par rapport à mon entreprise, ou peut-être revisiter certaines croyances que j'ai sur le commerce. Bon, maintenant on va passer à un processus pour le changement, un peu plus concret, et on va parler un petit peu de PNL. Des chercheurs en mathématiques, linguistique et psychologie ont fait une étude de 3 grands psychothérapeutes, Virginia Satir, Fritz Perls et Milton Erickson, dans le but de déterminer pourquoi ils étaient si grands, si bons, et de trouver des concepts et des croyances permettant d'être bons en psychothérapie et plus largement en accompagnement du changement. Et c'est ce qui a donné la PNL. Et la PNL peut être appliquée à quelqu'un, comme quand mon coach PNL me coach, ou on peut se l'appliquer à soi-même. Et ce qui suit est issu de la PNL. C'est quelque chose qui est relativement ancien, peut-être un peu passé de mode, mais qui gagne vraiment à être connu. La première chose, quand on veut faire un changement en termes de PNL, c'est d'avoir un objectif bien formé. Donc on veut une formulation positive et explicite. Positive, ça veut dire, on ne dit pas je veux arrêter d'être stressé, ça c'est négatif, on dit je veux avoir confiance. Et explicite, on dit vraiment ce qu'on veut changer. On veut que l'objectif ait un contexte précis. On veut que l'objectif soit observable. Il faudra qu'on puisse voir que vous ayez atteint votre objectif. On veut que le résultat soit de votre ressort. On pourra observer que je suis meilleur en avant-vente, mais pour moi, le résultat n'est pas mon score, mes performances de vente. Peut-être que ça dépend d'autres facteurs et c'est pas vraiment complètement de mon ressort.
On veut quelque chose de réaliste et de réalisable. Ben, sur cette dimension-là, on a cru bon de tenter la chance avec moi, donc on va dire que ça paraît réaliste et réalisable. Et après, il y a un petit questionnement que je trouve très très intéressant dans la PNL, c'est qu'est-ce que je perds à changer? Qu'est-ce que j'aurais gagnerais à ne pas changer? Je perds mes habitudes d'agiliste, je perds un savoir-faire, une habitude de discours, une certaine assurance en termes d'agiliste, pour aller vers quelque chose d'un peu moins connu. Donc je vous laisse prendre votre cas personnel, le cas que vous aviez rempli le orange, et vérifier que la formulation de ce changement est positive et explicite, qu'elle a un contexte, une date, un lieu, un environnement, qu'elle est observable, que le résultat est de votre ressort, que le résultat est réaliste et réalisable. Et posez-vous cette question, qu'est-ce que vous perdez à faire ce changement? Qu'est-ce que vous gagneriez à ne pas le faire? Ensuite, on a parlé du sacrifice, donc de ce à quoi il fallait renoncer et ce qu'il fallait accepter, mais c'est bien ça, quoi. Il faut désapprendre les anciennes croyances, l'ancien paradigme. Il faut oublier les habitudes de pensée, les habitudes d'analyse, oublier la façon avec laquelle on fonctionnait pour laisser la place à la nouveauté. Et le temps que la nouveauté s'installe et que vous soyez familier à la nouveauté, vous avez une période de confusion où les choses sont plus difficiles. Donc il ne s'agit pas juste d'oublier, mais il faut accepter qu'il y ait quelque chose de nouveau qui prenne la place euh, de ce que vous oubliez. Qu'est-ce que vous devez désapprendre pour votre changement? Qu'est-ce que vous devez, à quoi est-ce que vous renoncez comme habitude, comme habitude de pensée, habitude d'action, croyance? Je vous laisse l'écrire. Ensuite, il y a une notion clé de la PNL qui est la notion de ressources. Les ressources, c'est ce dont on a besoin, les choses qui sont en nous, dont on a besoin pour réaliser telle ou telle action. La PNL a une croyance assez forte, mais c'est une croyance qui est que tout le monde a toutes les ressources pour tout faire. On a tous les ressources. La difficulté, c'est de faire un cheminement qui permet de se connecter à ces ressources et d'être capable de les mobiliser. Et une manière de faire, je vous fais un résumé de la PNL extrêmement simplifié, hein. Une manière de faire, c'est de se souvenir, revisiter un moment par le passé où on a eu ces ressources-là, où on a pu les mettre à contribution. Et de revenir dans le présent en se disant, ben, j'ai su le faire par le passé, donc je saurai le faire à nouveau. Et donc, par rapport au changement que vous voulez réaliser, que vous avez pris comme exemple, est-ce qu'il n'y a pas un moment par le passé où
vous avez réussi à faire quelque chose de similaire, pas forcément la même chose, mais quelque chose de similaire ou quelque chose qui a puisé dans une ressource, on a perdu Yann, dans une ressource similaire. Et souvenez-vous de ce moment-là, mais souvenez-vous de la date, du lieu, de qui y avait, de comment on a vu que vous aviez réussi, etc. Enfin, souvenez-vous-en en termes précis. Et revenez vers le présent avec ce souvenir-là. Bah, il nous reste plus qu'à effectuer un rituel. Pour moi, un rituel, c'est juste un petit message qu'on envoie au cerveau pour lui dire qu'on a fait une mise à jour et qu'il faut l'installer. Mais c'est juste le, le point d'orgue, le travail, ça a été de poser les objectifs et de se connecter aux ressources. Le rituel, c'est juste un point d'orgue. Et je vous propose d'exécuter chacun un rituel qui va bien pour valider le changement qu'on a travaillé ensemble. Alors, je vous propose un rituel, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Faites un rituel qui vous parle. Euh, Moi, ce que je vous propose, c'est de caresser avec l'index ce que vous avez écrit, les notes que je vous ai fait prendre à chaque fois qu'on a parlé du fil orange. Les toucher avec votre doigt. De compter jusqu'à 5 avec vos doigts et de fermer la main en serrant bien. Et ça, ce sera le déclencheur du changement. Donc, si je résume, un objectif bien formé, il faut désapprendre cette notion de ressource et cette notion de rituel. Si vous voyez un coach PNL, les choses seront plus approfondies, mieux ancrées, plus profondes, etc. Mais le process global est de cet ordre. Regardons maintenant un peu autour de soi quand on change. Je considère que nous sommes à la surface de nous-mêmes. Il y a des choses de nous-mêmes que nous ne voyons pas, qui sont inconscientes. Et donc, il est fort possible que nous changions, intentionnellement ou pas, sans nous en être rendu compte. Et pour moi, la seule façon de voir que j'ai changé, c'est de voir l'écho à l'extérieur, quoi, les échos, le feedback que me font mes interlocuteurs. Je me source vraiment dans mon entourage pour valider ou pas un changement. Euh, Ensuite, je voulais évoquer avec vous une espèce de changement assez curieux qui est la performance il est flou, la performance de l'équipe vue selon Tuckman, mais vue par dedans, c'est-à-dire par un membre de l'équipe. Donc j'arrive, je suis membre de l'équipe, je connais pas bien les gens, donc je parle, mais doucement, je prends pas de propos trop polémiques. Et je fais ce que je peux pour être performant, mais ça va pas très loin. Ensuite, je m'aperçois qu'il commence à y avoir des disputes entre les uns et les autres. Je participe à certaines disputes pour savoir comment est-ce qu'il faut faire, etc. Et finalement, j'interviens pour que les disputes se passent du mieux possible et je suis pas le seul. Et donc, on arrive à un état où on arrive à débattre de manière constructive, norming, et à se mettre d'accord sur des normes, sur comment est-ce qu'on va fonctionner, etc. Et, euh,
et je le sens comme un environnement différent, mais ce que je comprends aussi, c'est que moi-même j'ai changé parce que moi-même je suis devenu capable de débattre avec l'équipe. Et enfin, on arrive au stade performing où on est une super équipe, soudée, apte à s'adapter et très performante. Et c'est un changement de l'équipe, mais c'est un changement de moi aussi. J'ai changé en traversant ce circuit, forming, storming, norming, performing. Au début, j'étais sur ma réserve, ensuite je prenais part aux disputes, ensuite j'ai aidé à des débats plus posés, et puis je suis devenu performant. Donc mon environnement et moi, nous avons ensemble changé. Voilà, donc nous avons, je regarde le chrono, pas mal. Nous avons évoqué le faut-il changer et surtout être à la cause de son changement. Nous avons évoqué le deuil. Nous avons évoqué ce qui change quand on change, la pyramide de Diels et puis la notion de paradigme. Nous avons évoqué un processus pour faire un changement personnel et nous avons évoqué ce qui se passe autour de soi quand on change. Je